Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce 8e épisode, nous abordons les enjeux du développement de l'habitat en Afrique, cas du Sénégal. Cet épisode est diffusé en 2 parties. Dans la première partie de cet épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quel est le cadre institutionnel pour le développement de l'habitat au Sénégal? Quels sont les enjeux majeurs pour le secteur de l'immobilier au Sénégal? Quel est le diagnostic des problèmes de sécurité dans la construction et quelles solutions sont envisagées pour les régler? Dans la deuxième partie de cet entretien, nous aborderons les initiatives actuelles pour régler le problème de l'habitat au Sénégal, notamment le projet de 100 000 logements, mais également les initiatives pour l'immobilier public de façon générale et les dynamiques dans le continent. Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat. Amadou est ingénieur de conception en génie civil de l'école polytechnique de Thiès. Il est également titulaire d'un master 3e cycle en mécanique des sols de l'École nationale des ponts et chaussées. Avant son poste actuel, il a été le coordonnateur du pôle de suivi des projets et réformes du plan Sénégal émergent et directeur technique de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, où il a aidé à structurer et développer les projets des sphères ministérielles et la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Bonjour Amadou. Bonjour Mamoudou. Merci encore d'être notre invité pour cet épisode introductif du secteur des infrastructures verticales. Là, on va parler d'habitat, on va parler d'immobilier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien d'abord peut-être que vous présentiez à notre audience les missions de la direction de la construction et de l'habitat que vous dirigez aujourd'hui. Merci Mamoudou. Donc, la direction générale de la construction et de l'habitat est l'une des 3 directions générales du ministère en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Et elle est composée de 4 entités. Une entité dénommée la direction de la promotion de l'habitat social qui a en charge la stratégie nationale d'habitat et qui principalement gère les agréments des promoteurs des coopératives et les accompagne pour la production de leur logement. Nous avons la direction de la construction qui est censée mettre en place l'ensemble des outils et dispositifs permettant une bonne production d'habitat, de logement, de construction de manière générale. Elle a, entre autres, en charge la question de la classification des entreprises et du développement, la promotion de l'écosystème de la construction. Nous avons la direction de la régulation et du suivi des politiques de logement, qui est la dernière direction créée, qui est là pour permettre à l'État d'avoir suffisamment de données et des données crédibles et fiables pour pouvoir mettre en place les bonnes études, parce que maintenant nous sommes dans l'ère de la data, il faut que nos politiques soient du data-driven. Et en dernier, nous avons l'inspection générale des bâtiments qui a la lourde tâche d'accompagner l'ensemble des privés et publics qui construisent au Sénégal afin qu'ils construisent en suivant les normes, afin qu'il n'y ait pas d'effondrement, qu'il n'y ait pas de difficultés pendant la construction ou bien pendant l'exploitation, parce que nous notons de plus en plus d'effondrements dans nos contrées. Merci Amadou. Mission très large. Hein. On voit qu'il y a de la production, il y a de l'accompagnement à la production, il y a clairement de la réglementation, mais aussi il y a du contrôle à travers l'inspection générale des bâtiments. Donc enjeu majeur, parce que quand on a toutes ces missions-là, clairement on a quand même beaucoup de problèmes à régler, et on sait très bien que le secteur du bâtiment en Afrique en général, hein, c'est un grand enjeu. Aujourd'hui, détenir son logement pour un Africain n'est pas facile. Même pour aller en location, c'est encore une autre paire de manches. J'aimerais bien vous entendre sur les enjeux majeurs
pour le secteur de l'immobilier de façon générale, hein, au Sénégal, mais particulièrement, surtout pour le secteur de l'habitat en particulier. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. L'immobilier, effectivement, est très vaste, hein. Nous avons l'immobilier résidentiel, nous avons l'immobilier de bureau, nous avons l'immobilier commercial, nous avons l'immobilier industriel, entre autres. Là, vous me permettrez de faire un focus sur l'immobilier à usage d'habitation, donc l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel est, on va dire, articulé autour de deux grands axes. Le premier axe, c'est l'offre. Le deuxième, c'est la demande. Donc, par rapport à l'offre, nous avons des défis que nous partageons avec beaucoup d'autres pays africains. Le premier, c'est le foncier. Pourquoi je parle des pays africains et le foncier? C'est que nous avons une double application d'un régime du code de domaine de l'État et on a le droit coutumier qui malheureusement fait que la prise de possession parfois dans nos projets peut être compliquée, mais nous allons plutôt nous appesantir sur les procédures administratives qui peuvent parfois être très longues. Un projet qui est formulé à une date de début et une date de fin, étant entendu que d'habitude, c'est adossé à un financement. Donc, si par malheur, les procédures administratives nous prennent 5 ans ou prennent 10 ans, soit la conjoncture économique fait que le projet n'est plus rentable, ou tout simplement l'investisseur, qu'il soit national ou international, se décourage et va faire autre chose. Donc la première chose, le premier défi, le premier enjeu au niveau de l'offre, c'est le foncier et donc un foncier titré et sécurisé. Donc ça, c'est notre principal cheval de bataille. Le deuxième, c'est l'aménagement. Nous avons de plus en plus des villes qui, malheureusement, si elles ne sont pas bien maîtrisées, s'étalent. Et donc, l'étalement urbain entraîne des enjeux d'aménagement qui ne peuvent être supportés par nos États. Donc, la question de l'aménagement aussi est un enjeu fondamental parce que l'ensemble des services urbains doivent être mis à la disposition de tout un chacun. Donc, la question de l'aménagement urbain est malheureusement très souvent délaissée dans nos systèmes. Et aujourd'hui, avec l'immobilier résidentiel, nous sommes en train de voir comment intégrer cet enjeu-là dès le départ, dès la planification, avec notamment la mise en place d'acteurs dédiés, des aménageurs publics dédiés. Maintenant, toujours dans l'offre, nous avons vraiment la question fondamentale sur laquelle les privés ont la part belle, c'est la question de la production. Donc, sur la production, le premier enjeu que nous avons, c'est un enjeu de financement. Nous avons des financements qui ne sont pas adaptés. Pour vous dire, nous avons des taux qui avoisinent les 10% pour formuler un projet, le dérouler, étant entendu que cela ne devrait pas être le cas, parce que les taux que nous avons dans les pays occidentaux sont beaucoup plus faibles et c'est de l'argent qui n'est pas difficile à mobiliser, étant entendu que c'est pour des durées inférieures à 2 ans très souvent et qui peuvent se faire en revolving. Donc, le premier point, c'est que nous avons des financements qui ne sont pas du tout adaptés pour la production. Le deuxième, nous avons des matériaux qui sont pour la plupart importés et qui sont de plus en plus rares. Rares pour les matériaux qui sont locaux, rares aussi parce que les enjeux internationaux font que les approvisionnements, les lignes d'approvisionnement sont de plus en plus coupées et nous avons de plus en plus des impacts dus à des conflits étrangers. Et maintenant, le troisième point, c'est la main-d'œuvre. De plus en plus, on va dire, d'acteurs du secteur n'ont pas les qualifications pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Donc, on a une main-d'œuvre qui doit être suffisamment formés pour pouvoir faire face aux enjeux que nous avons dans le secteur. Et maintenant, le quatrième, qui est dans une certaine mesure, je dis souvent, c'est comme l'œuf et la poule, on a une demande solvable qui est au niveau des standings moyens à moyens
luxe et super luxe. Ce qui fait que, par exemple, si on prend les chiffres du dernier recensement, nous avons 49,3% de la production qui est au niveau du moyen standing, 38% qui est au niveau du luxe et 0,7% qui est au niveau du super luxe. Nous n'avons que 12% qui est au niveau du social. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque le promoteur veut produire, il cherche à vendre. Donc, il va vers les gens qui sont tout de suite solvables et malheureusement, ce n'est pas en adéquation avec notre structure économique. Et donc, nous avons toujours une frange de la population qui est déjà logée, qui arrive à avoir des produits et une grande masse de la population qui n'arrive pas à avoir ces produits-là. Et à côté toujours de cette production, nous avons une production informelle, à savoir l'autoconstruction. Pour juste rappeler les chiffres, au Sénégal, nous produisons environ 5000 unités d'habitation. Et sur ces 5000 unités d'habitation-là, nous avons en face un stock de plus de 300 000 demandeurs. Et à ce stock de 300 000 demandeurs-là, nous avons chaque année, malheureusement, 12 000 demandes qui s'y rajoutent. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un système qui est structurellement désarticulé. Structurellement désarticulé dans la mesure où notre stock va continuer à se creuser, étant entendu qu'on ne produit pas assez et on ne cible pas la vraie, on va dire, la grande masse. Et maintenant, si on parle de la demande, pour parler de cette grande masse-là, on a un système qui est orienté économie informelle. Donc, cette économie informelle-là, malheureusement, n'a pas facilement accès aux produits bancaires, donc aux prêts hypothécaires. Et donc, on a un problème. Le Sénégalais qui aujourd'hui est dans un quartier, paye 150 000 francs par mois de loyer depuis 10 ans, n'arrive pas à transformer ces loyers-là en location-vente, tout simplement, ou bien en traite à la banque pour pouvoir être propriétaire au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Donc, il y a une vraie question de solvabilisation, de mise en place d'outils de garantie pour permettre à ces Sénégalais qui ont la capacité de payer, de pouvoir avoir accès aux produits hypothécaires ou bien en tout cas un système bancaire, un système de financement qui leur permet d'acquérir un bien. Et le dernier, qui est plutôt maintenant macro, c'est la question de la donnée. Nous avons un système qui est un système productif, un système qui doit attirer des investisseurs, mais ces investisseurs-là doivent bénéficier de données et d'informations fiables. Nous sommes en train aussi de travailler sur ces questions-là parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tout est question de data, tout est question d'information. Donc, on a, à côté de la bonne information, de la data, nous avons la question de la sécurité et de la qualité de la construction. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'autoconstruction qui, aujourd'hui, prend de plus en plus une place dans la masse de produits que nous mettons à disposition du système. Elle vient malheureusement avec ses risques et ses défis. Et aujourd'hui, l'État est en train de voir comment accompagner ces producteurs qui, quel que soit Alpha, que l'État vienne ou pas, que le promoteur public ou privé vienne, ils vont essayer de mettre à disposition de leur famille un bien. Nous voulons que ce bien qu'ils mettent à leur famille puisse être un bien durable. Merci Amadou, j'entends bien. On a des problèmes aujourd'hui du côté offre, mais également un problème également, on va dire, du côté demande. Au niveau de l'offre aujourd'hui, particulièrement, on a des enjeux fonciers et je pense qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été tentées et qui n'ont pas encore, on va dire, été finalisées. Mais également, on a des enjeux également de démographie et d'urbanisation. D'accord? Ça, c'est un enjeu majeur. Le Sénégal est passé d'un taux d'urbanisation d'environ 40% dans les années 2000 à aujourd'hui presque 50%. Donc clairement, toute cette demande-là, effectivement, il faudrait essayer de la trouver des solutions. Et à côté de ça, on a une divergence quelque part, une décorrélation entre aussi l'offre elle-même et la demande. Parce que clairement, quand on est dans un pays où
où clairement la majorité des gens ont des revenus assez faibles. On sait qu'au Sénégal, sur des chiffres récents, qu'aujourd'hui, 20% des plus riches concentrent 46%, on va dire, de l'ensemble des revenus du pays. Et les 20% dont les revenus sont les plus faibles se partagent seulement 6%. Donc clairement, aujourd'hui, on a effectivement une grande inégalité. Et si on a une offre effectivement qui est orientée seulement sur les gens qui ont des revenus un peu plus importants, forcément, donc on ne va pas régler le problème du logement dans le pays. Et vous avez parlé également du problème d'accès au financement. C'est très intéressant, on va sûrement y aller un peu plus loin. Mais juste peut-être sur les coûts dont vous avez parlé, j'aimerais bien profiter de l'actualité aujourd'hui qui fait que les coûts quand même ont grimpé et d'une part à cause de la crise du Covid, mais également à cause également de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rapidement nous balayer un peu comment ces crises-là aujourd'hui impactent le secteur de l'économie sur les prix au niveau du secteur? Effectivement, malheureusement, le fait d'être dans un marché globalisé a ses avantages et quand il y a des soubresauts, a aussi son lot d'inconvénients. Donc, cette crise, la crise du Covid d'abord, hein, qui a impacté, paralysé le monde les 2 dernières années et on continue à ressentir les contre-coups de cette crise, a malheureusement entraîné la fermeture d'abord d'un certain nombre d'usines à l'échelle mondiale et aussi a, on va dire, entraîné un certain nombre de retards dans nos projets, retards dans la mesure où l'ensemble de nos produits, de nos matériaux étant importés dans les grandes fabriques mondiales, hein, donc, pour ne pas citer la Chine, les conteneurs préféraient aller dans certains pays que chez nous. Donc, pour pouvoir les attirer, il fallait augmenter sensiblement, on va dire, le coût du fret maritime hein, pour pouvoir continuer à faire fonctionner notre système. Donc, qu'est-ce que ces conflits-là, de manière générale, hein, ont entraîné? La première chose, c'est un phénomène de rareté qui a entraîné une augmentation des coûts de production, qui a entraîné aussi une augmentation des coûts de transport et, in fine aussi, qui a rallongé les délais. Et qui parle de projet, qui parle de rallonge de délai, parle aussi d'augmentation des frais financiers. Donc, d'un point de vue, on va dire, en résumé, c'est une explosion de nos enveloppes, on va dire, de projets que nous notons quasiment sur toute la chaîne de valeur. Merci Amadou. Et c'est clair et net que si effectivement les prix augmentent, forcément ça va quelque part impacter la demande parce que les gens, effectivement, par rapport à leurs revenus qui n'ont pas, eux, forcément augmenté autant, ils vont avoir du mal à s'offrir le luxe de payer à ces prix-là. J'imagine que d'un côté, l'État sûrement va imaginer des solutions pour accompagner les populations dans cette situation. Mais juste peut-être pour continuer toujours dans ces enjeux-là, vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant et qui est peut-être à l'actualité aussi, l'enjeu de sécurité. On sait qu'une des missions de votre direction est de contrôler la qualité et la sécurité des constructions. Aujourd'hui, on a eu quand même pas mal de problèmes d'un côté du point de vue qualité. On a vu effectivement des bâtiments qui s'effondrent. Il y a une année, l'année dernière, où un cas à Bel-Air avait fait par exemple 6 morts. On a eu des problèmes de sécurité. Bon, on parle de sécurité d'incendie récemment à Tivaouane, où on a eu effectivement 11 ou 17 bébés qui sont décédés. Les informations varient un peu. Mais voilà, c'est vraiment des problèmes très compliqués. Je ne sais pas quel est votre diagnostic de ces situations-là et concrètement, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme solution pour aider à résoudre ces problèmes qui sont quand même récurrents? Tout d'abord, vous me permettrez de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans les effondrements et tout récemment les 11 nourrissons qui ont perdu la vie dans l'incendie de l'hôpital de Tivaouane. Ce sont des moments très tristes et qui doivent nous pousser à plus d'introspection, certes, mais surtout à plus de rigueur.
Parce que qui parle de construction parle de responsabilité, et la responsabilité, elle est d'abord individuelle. C'est au niveau du maître d'ouvrage que l'ensemble des dispositions doivent être prises avant que l'État ne vienne faire l'inspection et le contrôle. Maintenant, concrètement, nous pouvons parler de ce que l'État est en train de faire dans ce secteur-là. Pour les effondrements principalement, une étude a été réalisée avec l'ensemble des acteurs du bâtiment, que ce soit l'administration, que ce soit le secteur public, privé, que ce soit les forces de sécurité, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la direction de la protection civile, et le secteur universitaire, pour identifier les causes de ces effondrements. Le rapport disponible, soumis à l'autorité et entériné, est notre bréviaire actuellement pour les prochaines années. Nous nous sommes donné 5 ans pour pouvoir remettre en place un certain nombre de choses. Donc concrètement, une des causes majeures était l'absence d'études de sol. Nous ne pouvons pas imaginer qu'une personne puisse venir travailler sur un sol, mettre un bâtiment avec le poids de ce bâtiment-là, sans pour autant se rendre compte que est-ce que ce bâtiment-là peut valablement être fondé sur ce sol-là. Nous ne savons pas les caractéristiques du sol, nous ne savons pas est-ce que c'est de l'argile, est-ce que c'est du sable, etc., etc. Et tout cela a un impact. Donc, nous avons, dans la révision récente du Code de la construction, intégré de nouvelles clauses, notamment l'autorisation aussi d'ouverture de fouilles, mais aussi l'obligation de faire des études géotechniques pour certains types de bâtiments. J'ai parlé donc tout à l'heure des études géotechniques qui vont être obligatoires lors de l'adoption du prochain code, mais il y a la question aussi de l'ouverture des fouilles. Pourquoi ouverture des fouilles? On s'est rendu compte que maintenant, si vous prenez Dakar, on a une gentrification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des quartiers, si vous prenez, vous vous baladez un peu dans Point E, vous allez voir, avant c'était des bungalows. Ces bungalows maintenant sont transformés en des R+7, R+8, R+10. Si toutefois un minimum de précautions ne sont pas prises, lorsque nous faisons les fondations ou bien les fouilles ou bien même les sous-sols, parce qu'il y a aussi un vrai problème de parking, à côté, dès que nous creusons à 6 mètres, 8 mètres, 9 mètres, nous allons malheureusement créer des phénomènes d'instabilité pour les bâtiments à côté. Donc, c'est pour cela, pour pouvoir nous assurer que, à un moment, vous avez eu votre autorisation de construire, vous n'aviez pas démarré. Le jour où vous vous décidez à démarrer le travail, nous devons venir vérifier que vous avez l'ensemble des études structurelles, les études géotechniques pour pouvoir maintenant ouvrir les fouilles et démarrer vos travaux. Aussi, l'étude a fait ressortir l'intervention dans le secteur d'acteurs n'ayant pas assez de connaissances dans le domaine. J'en ai parlé tout à l'heure lorsque j'évoquais la question des défis au niveau de la production. Avec le 3FPT, qui est une structure de l'État rattachée au niveau du ministère de la formation professionnelle, nous avons fait un grand recensement pour savoir exactement au Sénégal qui forme qui et comment nous pouvons maintenant permettre à ces instituts de formation agréés, reconnus pour donner une bonne formation, l'envol dont ils ont besoin pour que ces jeunes-là, qui très souvent démarrent, manœuvrent et après s'autoproclament électriciens, plombiers, carreleurs, puissent aller quelque part, faire une validation d'acquis ou bien tout simplement apprendre les bonnes manière de faire leur métier, de connaître les bons rudiments. Nous avons reçu instruction d'accompagner ces mains utiles de notre secteur vers une professionnalisation et plus de compétences. Toujours dans cette volonté d'assainir le secteur et éviter ces drames, un système aussi de classification des entreprises de construction plus adéquat a été proposé dans le prochain code, parce qu'il y en avait un, mais qui, à l'évaluation les 5 dernières années, n'a pas vraiment prospéré. Et pour finir, des moyens matériels, humains, financiers conséquents ont été demandés à l'État et sont en cours d'être mis en place pour couvrir un maximum de terrain, mais surtout un système de sanctions aussi approprié a été proposé dans le prochain code, parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser une certaine forme d'anarchie dans ce secteur. Les contrevenants feront face à l'État, feront face à la loi, parce que
on parle de vies humaines qui sont perdues malheureusement très souvent. Merci Amadou. J'entends réguler, c'est clair net, il faut vraiment réguler le secteur pour essayer un peu de remettre les choses sur les rails, donc assainir le secteur. Il faudra former les gens, c'est important effectivement pour s'assurer qu'on arrive à avoir les personnes qu'il faut, qui réalisent les infrastructures qu'il faut. Il faut accompagner, il faut sensibiliser. Maintenant, je vois que toutes ces solutions-là viennent régler effectivement les problèmes du futur. Mais j'ai envie de me demander qu'est-ce qu'on fait pour le passé. Aujourd'hui, les bâtiments qui sont ici, donc certains aujourd'hui doutent qu'il y a les minimums de sécurité au niveau de ces bâtiments-là. Qu'est-ce qui pourrait être entrepris quelque part pour aider un peu à régler les problèmes qui ont été hérités, peut-être même de vous, je veux dire de ce régime, mais qui sont une réalité en tout cas dans le pays et il faut trouver une solution. Effectivement, c'est une excellente question dans la mesure où, lors de notre étude, on s'est aussi posé cette question. On s'est dit, effectivement, nous sommes en train de prévenir, ce qui est très bien. Maintenant, il y a déjà un passif qui est là, ou bien un actif, c'est selon. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est le cas de la Médina. La Médina est une ville, on va dire une commune qui est proche du plateau et qui regorge aujourd'hui de la plus forte densité de bâtiments vétustes. Ce qu'on a fait, on a signé une convention, donc nous, ministère, à travers l'inspection générale des bâtiments et la mairie, et nous avons procédé à l'inventaire de l'ensemble des bâtiments vétustes. Ces bâtiments vétustes-là ont été caractérisés on va dire, en termes de risque. Donc, les bâtiments pour lesquels on est certain qu'ils peuvent encore avoir un certain nombre d'années ont été mis au vert et nous avons identifié des bâtiments pour lesquels nous avons déjà émis les actes de péril pour que ces bâtiments soient évacués et que ces bâtiments-là soient démolis. D'abord par le propriétaire. Si l'on n'a pas les moyens, la commune monte au créneau et après présente la facture malheureusement au propriétaire. Et maintenant, si la commune aussi elle est défaillante, l'autorité administrative, à savoir le sous-préfet, le préfet, voire le gouverneur, doivent prendre les mesures pour pouvoir éviter qu'un drame se produise. Donc aujourd'hui, on est dans une volonté réelle de cartographier ces zones à risque. Maintenant, comme vous le savez, nous n'avons pas les moyens de le faire d'une traite à l'échelle de tout le pays, mais nous avons identifié les quartiers où on a une forte densité et nous avons démarré avec eux. Ensuite, nous allons passer à Guédiawaye, nous allons passer aux parcelles Zasseni, nous allons passer à Saint-Louis. Une mission revient de Saint-Louis où un très bon travail aussi a été fait dans ce sens-là et l'ensemble de ces actes de péril-là ont été proposés aux autorités administratives pour que les mesures idoines urgentes soient prises tout de suite. Merci Amadou, c'est très important, identifier les risques, les catégoriser, pour essayer effectivement d'identifier les actions nécessaires pour faire face à ces risques-là. Et certainement, pour tous ces bâtiments-là, je dirais, ces infrastructures économiques qui sont gérées par l'État, il y a besoin d'améliorer la gestion de façon générale, le management de ces actifs-là. Il faudra trouver des solutions pour éviter tous les problèmes qu'on a. Ceci met fin à la première partie de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.